Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple et la plus précise possible ce qu'est ce qu'on appelle simplement une DAO. Une DAO, donc en anglais ça veut dire Decentralized Autonomous Organization ou organisation autonome décentralisée. C'est des termes qu'on a déjà évoqués avec vous à plusieurs reprises sur la chaîne, notamment sur notre playlist liée à la finance décentralisée, mais on n'avait pas forcément pris le temps de faire une vidéo dédiée à 100% justement sur ce sujet-là, et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui étaient un peu perdus justement quand on utilisait ces différents termes, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dédiée justement à ce sujet, pour que vous puissiez en comprendre les fondements, et que par la suite vous ne soyez pas surpris si jamais vous retombez de nouveau sur ces différentes notions. Donc ce qu'on appelle une DAO, donc en anglais c'est Decentralized Autonomous Organization ou organisation autonome décentralisée. Donc c'est une entité qui va être dirigée par la communauté sans autorité centrale. Il est totalement autonome et transparent, ça va être des contrats intelligents qui vont faire fonctionner et qui va établir les règles fondamentales justement de l'écosystème et qui vont exécuter les décisions convenues à tout moment, les propositions, les votes et le code lui-même également aussi peuvent être audités publiquement. Il faut savoir que la plupart des contrats intelligents aujourd'hui sont open source, sont sur des blockchains transparentes comme Ethereum par exemple, et donc dans ce cas-là, on a la possibilité d'étudier le code, de l'analyser, de voir s'il y a des problématiques, de pouvoir éventuellement les corriger, etc. Et donc, ce qui est écrit là sur la suite de cet article que je vous mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo, ils expliquent qu'en fin de compte, qu'une DAO, c'est entièrement régi par les membres individuels qui vont prendre collectivement des décisions qui vont être critiques sur l'avenir du projet, telles que les mises à niveau techniques, les allocations de trésorerie, etc., etc. Pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre, je vais essayer de vous donner un exemple concret. On a tous déjà utilisé notamment des distributeurs automatiques, donc les distributeurs qu'on retrouve dans le métro, dans la rue, et qui peut vous donner, je sais pas, du coca, ou dans les aires d'autoroute, ils peuvent vous donner du café, ou des soupes par exemple, peu importe, ou des chips, ou des bonbons. L'objectif en fait à la base de ces différents appareils, c'était de faire en sorte de faire gagner du temps, bien évidemment à l'humain qu'il y a derrière, puisque machinalement, quand quelqu'un va aller déposer par exemple une pièce de 2 euros pour obtenir un soda, il n'y a pas un être humain derrière qui va faire cette transaction. C'est la machine qui peut être là, elle peut vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est quand même un gain de temps intéressant pour l'être humain. Néanmoins, il y a toujours besoin d'un être humain et de l'intervention de l'être humain pour faire fonctionner ces machines. Parce que si demain il n'y a plus d'électricité ou si la machine est en panne, pour récupérer également aussi les pièces ou les billets, pour rajouter de la marchandise dans le distributeur, tout ça à chaque fois ça demande une intervention de l'être humain. Mais pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'aujourd'hui, une DAO, donc une organisation autonome décentralisée, c'est un peu comme un distributeur, mais si vous remplacez en fait les différentes interventions, comme par exemple le fait, voilà, si l'appareil ne fonctionne plus, il y a l'intervention d'un être humain, récupérer l'argent pour aller remplacer peut-être aussi les aliments, s'il n'y en a plus de disponibles, etc. Imaginez tout ça, mais que tout ça puisse fonctionner de manière totalement autonome via l'utilisation de ce qu'on appelle des contrats intelligents ou des smart contracts. Donc dès que, par exemple, là, l'automate est vide, tout de suite, imaginez qu'il y ait un smart contract qui fonctionne derrière, qui va envoyer un signal, par exemple, à un autre robot, qui va aller lui-même vers le distributeur pour le remplir automatiquement. Pareil, lorsque la boîte ou lorsque il y a trop, par exemple, de pièces dans le distributeur, pareil, il y a un message qui est envoyé à un autre robot via un smart contract, et ce robot-là va aller directement sur le distributeur pour aller vider les pièces, les récupérer, les déposer par exemple à la banque et remplacer justement le pot par un autre pot qui va être vide pour qu'ensuite le système puisse fonctionner correctement. Alors aujourd'hui ça n'existe pas, c'est juste un exemple, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, on va dire au niveau blockchain, au niveau de l'écosystème crypto. Et en fait, tout comme vous pouvez aujourd'hui imaginer ça avec un distributeur, sur les entreprises, c'est exactement la même chose, puisque sur les entreprises, vous avez aujourd'hui un format qui ressemble un petit peu à une pyramide. Voilà, vous avez le directeur général, le CEO, après vous avez les autres personnes qui vont les accompagner, les managers, vous avez aussi les actionnaires, et tout un tas de personnes qui vont prendre des décisions, et puis après, ces décisions-là qui seront prises, ça va redescendre un peu au fur et à mesure, un peu vers la base de la pyramide, pour après passer vers les ouvriers, etc., pour que l'entreprise fonctionne correctement. Donc c'est un système aujourd'hui pyramidal qu'on a dans les entreprises. La DAO, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas
on va dire le CEO ou le CTO qui vont prendre des décisions, ça va être les personnes qui vont détenir le token en question. Donc quand par exemple vous achetez un token uni, par exemple pour la plateforme Uniswap, la plateforme décentralisée Uniswap sur la blockchain Ethereum, vous avez ce qu'on appelle des droits de vote. Donc vous avez la possibilité de voter pour prendre des décisions sur un protocole en question. Et plus vous allez avoir, on va dire, de tokens en votre possession, plus vous allez avoir un droit de vote qui va être important. Et l'intérêt d'avoir ça, c'est qu'au final, ça va être les différentes personnes qui vont utiliser le protocole qui vont avoir la possibilité de donner leur avis pour l'évolution également de l'écosystème et plus spécifiquement du protocole en question. Si moi demain je possède une grosse partie éventuellement du capital d'une DAO en question, j'aurai la possibilité d'avoir un droit de vote qui sera plus important. Donc ça pose tout un tas de problèmes, hein. Les personnes qui sont aujourd'hui éventuellement les plus riches ou qui vont avoir le plus de pouvoir, ou qui vont avoir le plus d'argent dans cet écosystème, bah, ce seront eux qui auront le droit de vote le plus important. Donc ça pose des questions en termes démocratiques, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de notre système démocratique en France, voilà, que vous soyez, du moment où vous avez le droit de vote, votre vote, il a la même valeur que vous soyez, je sais pas, salarié dans une petite boîte ou que vous soyez PDG d'une multinationale. Voilà, il y aura la même valeur, même si vous n'avez pas le même patrimoine, le même niveau social, le même niveau d'éducation, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les DAO parce que, pour le coup, là, plus vous allez avoir d'argent dans le protocole en question, plus vous allez avoir un droit de vote qui va être important. Mais vous voyez quand même que ça résout tout un tas de problèmes et tout un tas d'inefficiences qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le cas, par exemple, des distributeurs. Je vous ai montré, mais c'est juste un exemple, hein. Encore une fois, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est juste une image pour vous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais également avec aujourd'hui les entreprises ou autres, hein, les contrats intelligents. On avait fait une vidéo complète là-dessus sur la chaîne et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais ça permet de résoudre tout un tas de problématiques différentes. À partir du moment où on rentre en fait certains paramètres, on peut dire par exemple, je sais pas, vous prenez un avion. Vous allez dans un aéroport et puis à un moment donné, cet avion, voilà, vous le loupez ou il est en retard. Bah demain, si vous souhaitez vous faire rembourser parce que vous n'avez pas pu prendre l'avion, il faut appeler l'assurance, il faut aller voir la compagnie aérienne, il y a tout un tas de papiers à signer, etc. Alors que là, par exemple, avec un contrat intelligent, c'est fait automatiquement. L'avion, il est en retard, il y a un signal qui est envoyé au contrat intelligent qui dit que, tiens, vous étiez normalement destiné à aller prendre cet avion, vous étiez assuré, vous aviez pris une assurance de remboursement si jamais l'avion était en retard, et en fait au moment où il y a le panneau de signalisation qui va dire que cet avion il est en retard, vous êtes automatiquement remboursé sur votre compte en banque immédiatement sans avoir à faire aucun appel, puisque du coup ça fonctionne de manière totalement automatisée et sans aucune friction. Aujourd'hui le problème qu'on a, et surtout en France avec les différentes strates qu'on a en termes de paperasse, le côté administratif c'est très compliqué. Et un exemple dernièrement que j'ai eu quand je voulais faire un changement sur ma carte vitale, juste un changement d'adresse pour ma carte vitale par exemple, ça m'a pris un peu plus d'1 an pour avoir un changement. Voilà. Donc j'espère qu'un jour, en tout cas, les contrats intelligents permettront de corriger toutes ces problématiques-là et toutes ces inefficiences. Ça permettra d'avoir, on va dire, des coûts beaucoup plus faibles, une efficacité aussi bien plus intéressante. Et si possible d'être aussi un peu plus compétitif parce qu'aujourd'hui voilà, on a des strates énormes qui rajoutent des fois une lourdeur administrative énorme. Donc les DAO en fait il faut vraiment prendre en compte le fait que c'est comme si c'était une structure totalement autonome qui ne dépend vraiment de personne si ce n'est de ses différents utilisateurs. Donc si demain les utilisateurs votent pour un changement en particulier, par exemple, je sais pas, de faire en sorte qu'il y ait un nouvel actif peut-être qui rejoigne l'écosystème, ou qu'on change certains pools de liquidité sur Uniswap, ou qu'il y ait une rémunération plus intéressante sur certains pools de liquidité. Enfin, tout ça également c'est possible. C'est un peu plus complexe parce que c'est pas forcément une feuille de route qui est la même pour tous les protocoles. Et vous voyez un petit peu l'intérêt qui peut exister derrière les DAO. Néanmoins, il y a tout un tas de problématiques aujourd'hui qu'on retrouve au niveau des DAO. Donc déjà le premier que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo avec vous, c'est tout ce qui est lié au droit de vote, même si ça crée quand même une certaine efficacité. Voilà, on donne quand même le droit de vote à des personnes qui aujourd'hui ont quand même le plus d'argent, donc on peut se poser des questions. Est-ce que quelqu'un qui a énormément d'argent investi sur le protocole, est-ce qu'il a forcément l'intérêt du bien commun ou plutôt son intérêt individuel? Voilà.
à vous de répondre finalement à cette question. Il y a également aussi le fait que ce soit des alternatives qui sont aujourd'hui très très jeunes. Les premières DAO, bon, ça a été à l'époque d'Ethereum avec la première plateforme qui s'appelait notamment The DAO, qui a permis et qui a fait en sorte de scinder la communauté d'Ethereum en deux, avec d'un côté Ethereum classique et de l'autre côté Ethereum. Donc vu que la plateforme s'était fait hacker, on avait la communauté notamment d'Ethereum classique qui disait le code est roi, on ne change absolument rien et on ne rembourse pas les personnes qui ont perdu leur argent. Et on a eu la communauté avec Vitalik et notamment globalement aujourd'hui la communauté Ethereum qu'on connaît, qui ont décidé de rembourser les personnes en faisant ce qu'on appelle un hard fork. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a deux communautés différentes. Et des hacks de DAO, il y en a eu plusieurs. Bon, il y a le premier qu'on a eu de The DAO, qui a failli presque annihiler dans l'œuf le projet Ethereum au début. Mais en tout cas, c'est, on va dire, un concept qui prend de plus en plus d'ampleur. On voit son efficacité de plus en plus avec des protocoles qui commencent à l'adopter parce que justement on a un gain quand même important en termes d'organisation, d'efficacité, on a beaucoup moins de friction, c'est beaucoup moins cher et puis en plus de ça c'est totalement décentralisé, donc c'est vraiment dans l'idéologie, la philosophie qui est quand même poussée et véhiculée par tout l'écosystème crypto. Pour tous ceux qui voudront creuser quand même un peu plus cette idée et ce concept de DAO, je vous mettrai les liens des deux articles que j'ai trouvé intéressants dans la description de la vidéo, ça vous permettra de rentrer un peu plus dans le détail. Et pour tous ceux qui auront des questions supplémentaires, peut-être des points qui sont encore flous de votre côté, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. On fera peut-être une autre vidéo dédiée à ce sujet si jamais vous en avez besoin et si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous mets le lien de notre guide offert dans la description de la vidéo que vous pourrez télécharger si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer sur le marché des crypto-monnaies et vous ne savez pas par où commencer. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!